Bon, maintenant que nous avons notre instance, nous allons maintenant déployer notre application Flask à l'intérieur à l'aide de Ansible. Pour cela, j'ai déjà préparé le dossier de Ansible. En fait, pour bien utiliser Ansible, il est recommandé d'utiliser des rôles en fait. Du coup, avoir un dossier rôle dans lequel vous avez différents rôles. Pour avoir un rôle 2, etc. Je peux me créer un rôle de new folder, rôle 2. Vous aurez à l'intérieur plusieurs rôles. Chaque rôle correspond à une tâche précise que vous voulez réaliser. Donc, si moi je prends par exemple le rôle 1 à l'intérieur, j'ai plusieurs dossiers à l'intérieur. Dans le default, je mets à l'intérieur la liste des variables par défaut du rôle. Dans File, j'insère à l'intérieur les fichiers que je souhaite copier vers l'autre distant. Je vais renommer ceci vite fait. Je l'ai mal écrit. C'est readme. Voilà. Dans le handle, qu'est-ce qu'on met dans le handle? Dans le handle, on met dedans les actions à déclencher ou les actions à exécuter dès qu'un événement survient. C'est un peu l'équivalent du déclenchement des lambdas sur AWS en fait. Du coup, dans le handle ici, on paramètre à l'intérieur que quand tel événement survient, déclenche-moi telle action. C'est ce qu'on met dans le handle ici. Ensuite, dans les méta, on met à l'intérieur ce que fait notre rôle, la version, s'il dépend de notre rôle, etc. Et dans task, là c'est important, c'est là qu'on met les actions qui seront menées, qui seront exécutées par ce rôle. C'est ici qu'on met les actions. Ensuite, dans le template ici, on met là des fichiers en fait paramétrés, genre des fichiers avec beaucoup de variabilisation en fait. Du coup, des fichiers type Jinja, des trucs du genre. En vrai, des templates en fait qu'on pourra paramétrer ou customiser. Dans test ici, on a notre inventory à l'intérieur et aussi un fichier test.yml dans lequel on peut insérer là des tests si on souhaite faire des tests unitaires, des trucs du genre. Ensuite, dans var ici, dans le dossier var, on met à l'intérieur des variables qu'on n'avait pas définies dans le default. C'est dans le var ici qu'on les met. On définit là les variables qui sont utilisées par le rôle et qu'on n'avait pas en temps défini dans le default. Ok, donc voilà un peu. Et au-dessus de tout cela, on a notre deploy qui va accéder au rôle et les exécuter. Du coup, c'est de cette manière qu'on utilise proprement Ansible. Maintenant, pour notre cas spécifique, je ne vais pas trop me gêner à vouloir entrer dans ceci. Ça, c'est juste pour vous montrer. Et c'est ce que je vous recommande de faire, d'utiliser cette procédure pour avoir les bonnes pratiques. Mais moi, pour aller vite, allez, j'ai créé ici mon ansible.config là. Et ici, mon Kunicron, mon service Kunicron qui sera exécuté. Ici, mon inventory, je l'ai créé là. Mais en vrai, je l'ai également variabilisé. Je vais également le recréer en fait et dans mon CI. Mais bon, je l'ai quand même mis là. Voilà. Et surtout, très important, mon playbook.yaml qui contient ici les tâches qui seront exécutées. Voilà. Bon, ceci, je vais faire le ménage pour qu'il soit un peu plus lisible. Alors, j'ai fait le ménage. Et là, c'est un peu plus lisible. OK. Du coup, là, dans l'autre, on liste ici les serveurs qu'on veut utiliser. Dans notre inventory à nous, on va créer un serveur qui s'appelle web server. C'est pour ça qu'on l'appelle ce serveur seulement web server ici. Si on voulait l'exécuter sur
exécuter une tâche sur plusieurs serveurs, on a, sur tous les serveurs qu'on avait déclarés dans notre inventory, on allait mettre all simplement, comme ça il va nous prendre tous les serveurs. Mais comme là, on veut utiliser uniquement le serveur qui s'appelle web server, on met le nom de l'autre là, du serveur là. Donc, quand on accède à ce serveur, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On met à jour les packages en faisant un human update avec cette procédure. Ensuite, on installe le gestionnaire de pare-feu Fileware parce qu'on en aura besoin plus tard. On installe, on l'active et on autorise le port 5000 puisque notre application aura besoin du port 5000. Ensuite, on installe nos dépendances de base, que ce soit Python 3, PHP, Git, etc. Ensuite, ici, on accède à notre, en fait, à l'intérieur de notre runner, dans notre user qui est Aina qui est également le nom de notre repo. Et dans notre projet qui s'appelle F3 CI/CD, on copie le fichier, le dossier pardon, qui s'appelle F1 Flask API. Parce que c'est dans ce dossier-là, F1 Flask API, parce que c'est là, en fait, dans ce dossier F1 Flask API, qu'il y a notre application qu'on veut déployer. App.py ainsi que notre WSGI. Donc, c'est pour ça qu'on prend ce dossier F1 Flask API là, qu'on va le copier dans notre playbook. Du coup, on copie ce dossier et on le colle où dans notre hôte de destination, c'est-à-dire notre instance distante sur AWS là, qui s'appelle Web Server. On va le coller ici. Dans Home EC2 User slash, on va le coller à cet endroit-là. Du coup, ici, c'est le chemin de source et ici le chemin de destination. Et on précise ici à nos pour lui dire que le chemin source qu'on a mis ici, ce n'est pas un chemin source qui est sur le C2, mais c'est plutôt un chemin source qui est sur notre machine locale. Sinon, si on ne le précise pas, il va vouloir chercher ce chemin en fait sur notre host distant là-bas. Alors que non. Notre SR qu'on veut copier n'est pas sur notre distant host, mais c'est sur notre machine locale. Du coup, c'est ce chemin qu'il faut utiliser pour y accéder. Et il faut préciser ici, remote SR égale à no. Important. Ensuite, on va installer le fichier requirement qu'on a qui est à l'intérieur en fait de notre application. Il est où? Ici. Le requirement, il est là. Ok, du coup, on va l'installer. Voilà. Ici, le chemin pour aller vers le requirement, je l'ai templétisé en fait. Et vous allez voir dans notre partie CI, je vais définir son chemin là, qui va venir le remplacer là. Ok, je pouvais aussi le mettre manuellement ici, hein, en faisant, en faisant, en mettant simplement le chemin là, mais je préfère le templétiser simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Toc, toc, hmm. On configure ici Unicorn, on le configure là. Du coup, on le copie de notre repo actuel qui soit sur notre runner vers notre machine distant et on le met directement dans système des systèmes. On crée un service avec. Voilà. Bon, ça vous connaissez déjà pourquoi ceci est no, c'est à cause de ceci. Ensuite, on recharge ici notre système D, on le recharge et ici on démarre le service Unicron. Du coup, en gros, voilà ce que fait notre playbook là. Ok, maintenant que nous avons vu ce que fait notre playbook,
Ici, je ne fais pas une formation à Ansible ici. Ansible, ça, il faut une formation adaptée à ça pour comprendre comment ça fonctionne. Du coup, là, je suppose que vous connaissez déjà Ansible et puis j'avance avec. Et puis, si vous connaissez déjà Ansible, vous comprendrez également pourquoi je vous dis ici que c'est mieux d'utiliser les rôles ici pour lancer des jobs Ansible plutôt que la méthode que moi j'utilise qui est un peu mode bourré en fait. Juste pour vous montrer. Ok. Alors, maintenant que ça s'est présenté, nous allons passer à la partie CI. Ici, du coup, on va modifier ceci. Donc, déjà, ça, déjà, je le sauvegarde. Voilà. Je reviens ici, on va accéder à ceci. Review Terraform Ansible, il était ici, je crois. Voilà. Et on va le modifier pour qu'il lance notre job Ansible. Pour le faire, j'ai préparé une partie pour le faire que je vais mettre en partie 3. Ok, ok, on va y arriver. On va le coller là. Et voilà. Donc on a notre partie 3 ici qui fait le déploiement des ressources d'Ansible sur AWS. Alors, on récupère ici le chemin courant. On l'envoie dans une variable d'environnement qui s'appelle chemin courant. Ici, on met à jour le template Unicron ici. Puisqu'on l'a un peu variabilisé, qu'est-ce qu'on remplace dedans? On remplace le chemin source de l'API par là où on a fait la copie sur l'autre distant. Le chemin sur lequel où on a fait la copie sur l'autre distant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait encore? On remplace le chemin source de Guni API par tac, tac, par WSGI. Voilà. Du coup, ça nous fera que quand je prends notre Unicron.template, il est où? Ici. Ça fera que y a cet endroit-ci, on aura ici WSGI ici. Parce que c'est ce qu'on lui a fait. Et ici, au niveau du chemin source de l'API, ici, on aura slash EC2 et slash comment slash EC2 user slash flask API. Voilà. Donc, je retourne là où j'étais. J'étais ici, je crois. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait là. On a mis à jour le unicorn.template. Ici, on met à jour ici le playbook en mettant à jour les chemins sources de copie s'ils étaient templatisés parce que je crois que je les ai désactivés du template. Mais bon, si on les avait templatisés, ça allait le prendre en charge ici. On met à jour certaines variables à l'intérieur, etc., etc. Cette partie-ci, par contre, je l'ai fait comme ça en utilisant une commande, la commande sed pour pouvoir le faire. Mais on pouvait ne pas le faire de cette manière-là, en fait, et et la variabiliser, en fait, de sorte que dans nos fichiers, même playbook.yaml, on est à l'intérieur, c'est-à-dire si je prends par exemple, je prends un exemple, voilà, ceci par exemple, je l'ai modifié ici et à cet endroit-ci, je crois.
Donc, au lieu attends, chemin source de requirement, je vais chercher chemin source, il est là, voilà. Je l'ai modifié plutôt ici. Donc, j'ai remplacé le chemin source de requirement par ce chemin-là, etc. Du coup, si je ne veux pas faire cette procédure-là dans ma partie CI, alors dans mon playbook, ce chemin source de requirement, je devrais plutôt le mettre entre crochets comme cela, entre crochets comme cela, et, et je devrais également avoir un répertoire var ici dans mon rôle ici, J'aurai dans var ici, dans main.var ici, je vais définir à l'intérieur mon chemin source, mon chemin source, etc. Deux points, et puis sa valeur. Et puis sa valeur. Et une fois que je le définis comme ça, il sera pris en charge automatiquement dans dans mon playbook là-bas. Bon, je le fasse ici. C'était juste pour vous montrer. Non, ceci aussi, je le remets comme c'était. C'était juste pour vous montrer. Alors, je reviens ici. Donc, ici, je l'ai traité. Et à partir d'ici, je commence le déploiement. Mais avant de faire le déploiement, il faut déjà que je renseigne mon fichier inventory. Donc, dans mon inventory, je renseigne à l'intérieur le nom du serveur qui s'appelle web server. C'est parce que je l'ai nommé ici dans inventory web server que dans mon playbook ici, quand je pars dans l'autre, ici, je mets ici web server. Je lui dis que dans mes inventaires, c'est cet autre-là que je veux appeler. OK. Donc, ensuite, je mets à l'intérieur l'IP de mon serveur, mon Ansible user qui est EC2 user, ma clé privée et d'autres arguments qui permettent de bien utiliser la clé pour se connecter. Voilà. Donc, c'est ce que je fais à cette étape-là. Ensuite, à cette étape-ci, vous savez, quand on veut se connecter pour la première fois en SSH à un autre, parfois il demande une validation manuelle. Genre, vous connectez, il vous demande d'écrire yes, des trucs comme ça avant de continuer. Donc, pour bypasser ça, ici, je vérifie d'abord si mon hôte il est disponible. Et ici, je fais un SSH scan ici pour ajouter en fait la clé de mon hôte déjà à mon hôte actuel, à ma machine actuelle en fait, pour que je n'ai plus cette question-là qui sera posée. Parce que si je ne le fais pas et que je lance mon Ansible, il va, il va se planter à un moment donné parce que quand il va vouloir se connecter, il sera bloqué en fait. Donc le fait de fonctionner comme cela fait que il n'est plus bloqué, quoi. Il avance tout seul. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je fais vraiment mon déploiement ici. Du coup, je fais mon Ansible. Le moins V, ce n'est pas indispensable, non, c'est facultatif. C'est plutôt pour voir les logs. Du coup, le niveau des logs. 4V, avec 4V, vous avez beaucoup plus de détails. Avec 1V, vous avez moins de détails. Du coup, je peux même l'enlever carrément, mais je le laisse comme ça, c'est pas grave. Du coup, ce qui est important, c'est le moins I et le chemin vers mon fichier inventory. C'est important ici parce que mon inventory n'est pas à ma racine. Vous voyez? Si elle était à ma racine, je pouvais m'en passer. Mais quand elle n'est pas à ma racine, il faut que je précise où se situe mon inventory. Du coup, le moins I pour aller vers le chemin de mon inventory. Et ici, ensuite, le chemin pour aller vers mon playbook.yaml. Donc, une fois que je fais ça, c'est bon, je peux maintenant exécuter. Du coup, je sauvegarde. Sauvegarde et une fois sauvegardé, je vais également activer le stop review également.
Je vais activer le stop review. Je crois préparer son code déjà. Le stop review va faire quoi? Il va juste déprovisionner tout ce qu'on a fait, simplement. Mais manuellement, ça dit que dès qu'on va décider de le faire, qui va le faire? Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, je vais sauvegarder et je viens là et je fais commit. Puis, je viens ici, je vais dans mes jobs, je vais dans mes jobs, j'actualise les jobs. Ok, mon job ne se lance pas. Je vais venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Il dit que le job stop review. Ok, d'accord, j'ai compris ce qui se passe. Ok. Comme j'ai déclenché le stop review aussi, du coup, il faut que je vienne sur mon GitLab CI ici et que je l'enlève du commentaire. Stop review là. Parfait. Du coup, je sauvegarde et je reviens faire mon commit. Ok. Et je reviens là, j'actualise les jobs. Est-ce que j'ai un qui passe en running? Ok, c'est bon. Du coup, le job a commencé. On va patienter alors. Donc, ça, c'est le job qui a commencé. Je vais afficher son pipeline. Je suis au niveau des pipelines. Il y a ceci qui est en cours. Voilà. Du coup, mon déployé, il est en cours. Et si je vais à l'intérieur, son job, il est là en train de s'exécuter. Donc, je vais patienter qu'il finisse. Ok. Donc, après avoir pris son temps pour tourner, bah, il m'a dit que tout s'est bien passé. On ira voir ça. Je vais actualiser ceci. Ok, c'est vert. Je pars sur mon instance. Au niveau de mes instances là. Allez. Ok, j'ai bien mes deux instances. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez actualiser ici. Cliquez sur actualiser et il va vous actualiser ça. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons voir sur notre IP. C'est quoi l'IP de notre instance? Elle est là. On va copier l'IP. On va voir si notre application s'ouvre bel et bien sur son port 5000. Ça, c'est notre IP de point le port 5000. C'est sur le port 5000 qu'on a déployé notre application. Et voilà, on voit bien que notre application s'ouvre bel et bien sur le port 5000. Parfait. C'est top. On pouvait aussi venir ici. On va actualiser. On cherche le review. On fait open là. Il devrait également nous ouvrir la même adresse IP et le même port. De la manière dont on l'avait configuré. C'est parfait. Ok, donc notre application s'est bien déployée sur notre instance et elle est bien accessible sur Internet. Donc là maintenant nous allons stopper tout cela en faisant le stop. Genre, nous allons supprimer le déploiement, tout. Et l'application ne devrait plus être accessible car nous allons supprimer toutes les ressources liées à ça. C'est mon job qui tourne ici.
On va attendre qu'il termine. Ok, il a fini de tourner. Donc nous allons voir est-ce qu'il nous a supprimé notre instance. On va actualiser. Ok, on voit bien que l'instance a été résiliée. Voilà. Donc elle ne tourne plus. Elle a été stoppée et déprovisionnée. On peut aussi vérifier si c'est IP qui était en temps valide. Si on l'actualise, est-ce qu'elle est faisant toujours? En principe, non. En principe, elle ne devrait plus fonctionner. On va voir. Et voilà. On voit bien qu'il dit que le site n'est plus, ce site est inaccessible. Donc l'IP n'est plus accessible parce qu'on a déprovisionné cela. Donc voilà, on vient de montrer comment déployer une instance avec Terraform et comment provisionner l'instance avec du Ansible. C'est parfait.